Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, certains rendez-vous sont donc jugés. Les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. C'est notre sacerdoce à cette émission, le tribunal de l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Gonia de Palaros nous a dit ceci: on peut flatter ceux qu'on méprise parce qu'on peut les croire dupes. On ne peut jamais flatter ceux qu'on estime parce que l'estime respecte et que la flatterie se joue. Bonne méditation cette journée du 15 décembre 2020 et bienvenue au tribunal de l'actualité. Mon nom est Loukman Sanfo, je préside cette instance du tribunal de l'actualité avec la complicité des juges au siège. Ce matin, nous disons bonjour à Ben Abougman. Bonjour Président, bonjour Madame, Monsieur. Merci de vous retrouver encore une fois pour cette analyse de l'actualité nationale et internationale au niveau du Burkina Faso, également de la sous-région. Alors, encore une fois, disons bonjour à tous ceux qui nous suivent pour cet exercice-là et aussi disons merci à l'équipe de réalisation qui nous permet donc de nous inviter chez vous à travers vos postes récepteurs. Disons également merci à vous surtout qui nous suivez du lundi au vendredi, on va dire, à partir de 8h pour les versions directes, sans oublier les versions rediffusées. C'est 21h30 à la télé True TV et 22h00 à Watt FM, la fréquence c'est 100.8. Bienvenue à tous et à toutes et c'est cette instance donc du jugement de l'actualité que nous, en tout cas nous attelons à vous retrouver pour partager à travers notre façon d'aborder l'actualité. Et comme je vous ai dit, c'est une équipe de 3 personnes donc qui ont pour exercice d'opposer un jugement opposable à tous. Et encore une fois, nous disons bonjour à Geoffroy Barra qui nous rejoint également. Bonjour Président, bonjour Juge Bouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors, ce matin, l'actualité nous intime encore de parler, encore une fois, de la Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, on va parler donc des grands défis qui attendent cette Côte d'Ivoire après l'investiture du président Alassane Ouattara pour ce 3e mandat controversé à la tête du pays. Et lors de son discours d'investiture, vous l'avez certainement suivi, Ouattara a invité hier lundi, lors de son discours, l'opposition au dialogue. Il a promis une reprise des négociations sur la commission électorale en vue des législatives dès le premier trimestre 2021. Il a aussi promis la création dans les prochains jours des ministères de la réconciliation nationale. Il a toutefois souligné que les violences et les actes intolérables commis lors donc de l'élection présidentielle ne doivent pas rester impunis. Quel regard peut-on porter donc à cette situation en Côte d'Ivoire? On va aussi parler de ce sujet que nous n'avons pas eu le temps d'aborder hier, la situation du Ghana. Vous savez, selon les résultats publiés par la commission électorale, Nana Akufo-Addo, président sortant, a été réélu pour un 2e mandat avec 51,59%, alors que John Dramani Mahama récolte 47,36% de voix. Il ne reconnaît pas sa défaite. Il a en tout cas annoncé des recours pour protester contre ce qu'il appelle une injustice. On va y porter un jugement dans cette émission du jour, le tribunal de l'actualité. Voici ce qui est des sujets annoncés. Juste après la virgule, les avant-propos. Avant-propos donc, c'est Ben Abougman qui prend la parole. Merci Président. Mon avant-propos va concerner le sujet que nous avions enrôlé ici par rapport au syndrome de décembre où les élèves encagoulés paradent dans les rues pour déloger ceux qui sont en classe, donc qui avaient défrayé la chronique. Le ministère avait sorti un communiqué de mise en garde, le parquet également. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des élèves qui ont été effectivement appréhendés, mis aux arrêts et puis déférés. Et donc, le procureur, dans un communiqué, a rappelé les dispositions légales en la matière, les sanctions encourues et les amendes qui vont avec. Les commentaires sont allés dans plusieurs sens. Pour d'autres, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au jugement. Comme ce sont des élèves, il faut tout simplement les garder en détention. En général, c'est comme ça, et après les libérer. Et puis, bon, voilà. Pour d'autres, il faut que la rigueur de la loi soit appliquée. Donc, c'est 2 regards différents, mais qui interpellent sur la nécessité, effectivement, d'agir, de mon point de vue, par anticipation. Si on agit par anticipation, je pense que c'est des choses qui pourront être jugulées. J'ai dit, dans les établissements, parfois en général, souvent les fauteurs de troubles sont connus. La période de décembre approche. Quel a été le dispositif
policiers, au niveau des établissements, au niveau de tous ceux qui interviennent, au niveau de la justice, pour déjà anticiper et te dire à partir de telle date, il risque d'avoir des manifestations, qu'est-ce qu'on fait? Alors, s'il faut s'attendre à ce que les manifestations commencent avant de commencer maintenant la course-poursuite avec tous les risques possibles, appréhender ces élèves-là, parce que dans cette course-poursuite, il y a des risques qui sont possibles. Donc il peut y avoir un incident malheureux ou pas malheureux, mais il y a toujours des risques. Pour des jeunes qui vont à vive allure, on se pose la question de qu'est-ce qu'ils ont pris. Alors sur l'effet peut-être de stupéfiants, on peut aller à, comment on appelle ça, donc ça peut aller dans tous les sens. Donc moi j'insiste que le syndrome de décembre est connu. Il y a 2 remèdes: vider les dossiers, Norbert Zongo, Flavien Nebier et tous les crimes impunis, mais aussi agir également par anticipation. Je pense que si toutes ces choses-là sont réglées, on passe à autre chose. Parce que d'ailleurs, le procureur rappelle qu'il n'est pas refusé aux élèves le droit de manifester. Ce n'est pas ça, parce qu'il y a des voies légales à respecter. Donc ce n'est pas tant le fait de commémorer la date qui pose problème, c'est la méthode qui pose véritablement problème. Voilà, donc c'était ce que j'avais comme avant-propos ce matin. D'accord, merci bien, nous l'avons écouté avec beaucoup d'intérêt. Et je me retourne vers Geoffroy Vaha pour écouter son avant-propos du jour. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner l'ONIA. Parce que la Nationale des eaux cristallise aujourd'hui toutes les plaintes. Vous n'avez qu'à faire le tour des différentes radios, des émissions interactives qui permettent notamment aux citoyens de pouvoir s'étaler sur un certain nombre de problèmes. Vous verrez que vous n'aurez pas 2-3 auditeurs sans qu'il y ait la question de l'ONIA qui soit soulevée. Je pense que l'ONIA a interpellé au premier chef. On se rappelle qu'en septembre, si ma mémoire est bonne, le 15 pour être plus précis, il y a eu un point de presse, notamment du directeur général de l'ONIA, pour s'expliquer sur le nombre de factures et les montants qui ne collaient pas, parce qu'il y avait vraiment des plaintes énormes là-dessus. Et à la vérité, c'est que depuis qu'il y a eu ce petit passage avec un nouveau modèle voulu par l'ONIA, ça a du mal à passer. On a tenté toutes les communications parlant de la Nationale des eaux, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que le demandeur de service de l'ONIA n'arrive toujours pas à comprendre comment il se retrouve à payer plus qu'avant. Parce que même si vous dites que vous faites chaque 2 mois, au moins le monsieur, il n'est pas niais. Il se dit, bon, c'est pas grave, c'est chaque 2 mois, il n'y a pas de souci. Mais au moins, je connais ma consommation moyenne mensuelle. Donc, quand je multiplie par 2, je dois être dans une certaine proportion. Mais quand vous multipliez ça par 2 et que vous vous retrouvez à être à la moitié de ce qu'on vient vous déposer maintenant chaque 2 mois, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et moi, je vais vous faire l'économie de beaucoup d'autres problèmes que nous avons ici et qu'on nous rappelle. J'ai même mon rédacteur en chef qui très souvent me demandait des permissions pour aller régler ces problèmes à l'ONIA parce qu'on lui envoyait des factures de 300 000 francs. Et ça, c'est pas une seule fois. Il est allé se plaindre. On dit, bon, sûrement qu'il y a des problèmes à l'intérieur des murs ou quoi que ce soit. Ils ont tout inspecté. Bon, on ne trouve pas. Mais les factures continuent de revenir à des montants quand même énormes. Je pense que même sur cette tablation, on fait un petit tour, chacun aura sa petite histoire à raconter sur l'ONIA. Alors que, quoi qu'on dise, c'est un office qui tirait quand même son épingle du jeu et qui montrait son sérieux dans le boulot. Et ça, pendant longtemps, c'est quelque chose qu'on reconnaissait à l'ONIA. Donc, je ne sais pas si les innovations voulues ont été vraiment bien calibrées, mais ça a vraiment pas seulement du mal à passer, mais il y a en tout cas l'apparence de beaucoup de dysfonctionnements en interne. Et la communication seule ne suffira pas. Ça, il faudrait qu'on se le dise de façon très nette. Parce que lorsqu'il s'agit de payer, chacun veut savoir, je paye quoi concrètement, et puis est-ce que c'est vraiment ce que j'ai consommé que je paye? Et ça, tout le monde est regardant là-dessus. Et on ne peut pas comprendre que d'un système à un autre, pour une amélioration, la plupart des gens se retrouvent à payer plus. Et quand c'est comme ça, ça passe très mal, je le dis encore, parce qu'on a toujours l'impression qu'on a trouvé un nouveau système pour surfacturer, un nouveau système pour nous prendre de l'argent. Je pense que l'ONIA a le dos au mur, il faut s'expliquer, mais il faut surtout corriger. Il faut corriger.
Et ça, c'est très important. Et n'oublions pas aussi que, je parlais du point de presse du 15 septembre, il y a eu encore d'autres passages, notamment du directeur sur beaucoup de chaînes pour s'expliquer sur les déconvenus qu'il y a eu après l'annonce du président du Faso concernant l'accompagnement pendant la période de la pandémie à coronavirus. On a vu que les dysfonctionnements ont encore jeté du discrédit sur la mesure même qui a été annoncée, comme si on donnait d'une main et on récupérait d'une autre main. Donc je dis, l'ONEA doit faire attention, il y a de la communication à faire, mais par-dessus tout, il faut corriger les erreurs. Et là, je pense que à ce qu'on entend aujourd'hui, ce n'est pas tendre, parce que c'est une nationale des eaux qui ne nous a pas habitués à ça. Donc il faut s'expliquer, mais il faut corriger. Et ça, c'est très important. D'accord, merci à vous de porter ce coup de gueule citoyen à cette tribune, parce qu'effectivement c'est partagé par un certain nombre de citoyens burkinabés. Donc l'ONEA est interpellée à travers cette émission et à travers justement toutes les plateformes d'échange au niveau de Watt FM et True TV. On aura l'occasion de les recevoir ici pour s'expliquer sur tous ces dysfonctionnements constatés ça et là. Alors, on va maintenant parler de l'actualité ivoirienne, qui est bien sûr l'investiture du président élu Alassane Ouattara, donc qui a officiellement prêté serment hier lundi 14 décembre 2020 au palais de la présidence de Côte d'Ivoire, et une cérémonie qui a connu la participation d'au moins 13 chefs d'État africains. Et également parmi les invités, on avait l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qu'on a pu en tout cas remarquer lors de cette cérémonie, la France qui était officiellement représentée par son ministère des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et il faut noter, comme on avait annoncé hier, que cette investiture s'est déroulée sans les principaux opposants, représentants de l'opposition, va-t-on dire. Et également, il y a eu des annonces qui ont été faites par le président élu, que nous allons analyser dans cette émission, le tribunal de l'actualité. Quels sont les grands défis, les grands projets, on va dire les grandes ambitions justement du président Ouattara pour cette Côte d'Ivoire nouvelle. Alors on va y porter un jugement. Commençons par la participation à la cérémonie. On a pu voir effectivement depuis quelques jours la présence sur le territoire ivoirien du président burkinabé Christian Kaboré sur la toile. On a vu que certains s'en offusquaient parce que pour eux, un président élu après une insurrection qui a dérouté un président soi-disant qu'il voulait un mandat de trop ne pouvait pas en tout cas prendre part à de telles cérémonies, à de telles investitures. Benabougma, quel est votre regard pour ce cas précis de Rochma Christian Kaboré? Doit-il s'ériger en défenseur de la démocratie contre, on va dire, les violations constitutionnelles, ou bien doit-il se comporter simplement comme un chef d'État? Bon, là vous m'étendez un piège. Alors, c'est juste une question. Oui, c'est une question qui piège, parce que la réponse se trouve dans votre question. Se comporter comme défenseur ou bien se porter comme démocrate et se plier à ce que la logique républicaine voudrait. Donc effectivement, j'ai dit c'est difficile à répondre, parce que ce soit l'une ou l'autre question, cela ne manque pas de sens. Parce que pour répondre d'abord à la première avant de venir, la deuxième avant de venir répondre à la première, vous êtes Rochma Christian Kaboré, c'est un chef, c'est le chef de l'État burkinabé. La Côte d'Ivoire, le bras de fer a penché en faveur d'un camp. Il y a quelqu'un qui est assis à côté, qui regarde qu'il a près de plus de 3 millions, selon les chiffres officiels, de compatriotes dans un pays et qui ont des intérêts économiques et des intérêts sociaux pas à négliger. Au niveau de la sous-région, je pense que c'est le comment on appelle ça, c'est le pays qui a le plus d'intérêt en Côte d'Ivoire en termes de population et donc vous regardez cela, et en même temps sur le plan diplomatique, est-ce que vous gagnerez en l'étape actuel des choses de froisser davantage des voisins, alors que vous avez aussi eu besoin de vos voisins dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre l'insécurité. Donc un voisin également qui a accueilli quelqu'un qui est tombé lors de l'insurrection populaire, qui est assis là-bas, qui a officiellement également adoubé un candidat à la présidentielle. Et donc, comment est-ce que vous ménagez ça? C'est aussi ça le chef de l'État, en fonction des intérêts personnels, des intérêts du moment, mais aussi des intérêts de la population. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un choix que vous devez faire en toute conscience et en toute responsabilité. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il devrait y être, compte tenu du fait que dans son pays, il a refusé effectivement un troisième mandat à quelqu'un et a dit que ça ne va plus être possible au niveau du Burkina Faso? Là, je pense que dans la logique, non.
Mais politiquement, il devrait être à Abidjan. Ça, c'est les questions politiques. Mais si on va être logique, non, il ne devrait pas y aller pour donner un signal. Déjà que quand son ministre Aruna Kaboré a été à Abidjan, lors de l'investiture de Alassane Ouattara comme candidat, il y avait eu beaucoup de commentaires. Et certains s'étaient posé la question, et si il représentait le boss, d'autres avaient dit non. M. Kaboré a pris son initiative, lui seul d'y aller. Et donc certains qui disent le connaître suffisamment disent qu'il a fait sur un coup de tête. Et d'autres disaient qu'à Kossiam ça n'a pas plu. Mais bon, voilà que le Big Boss lui-même était effectivement à l'investiture. Je pense que Roch-Marc Christian Kaboré et les 12 autres chefs d'État, parce qu'ils étaient 13 au total, 13 chefs d'État en exercice, et on fait du politiquement correct de mon point de vue, mais pas le choix de la logique, pas le choix de la sincérité. Donc politiquement correct, et puis bon, on sauve les meubles sur le plan diplomatique et puis passer à autre chose. Je pense que c'est tout ce qu'il a fait. Si on veut être logique pour logique, il ne devrait pas y aller. Est-ce que les convictions démocratiques, va-t-on dire, doivent être sacrifiées sous l'autel du politiquement correct, comme le dit Bernard Bougouma? Parce que pour certains, effectivement, c'est de la réelle politique qu'il faut voir, c'est la réalité à entreprendre. Mais est-ce que tout cela doit être au détriment de ce qu'on a comme conviction profonde, justement, la défense de la démocratie avec toutes ses exigences? Bon, moi je suis tenté de dire comme ça que tout le monde n'est pas Sankara. Sankara avait cette façon d'être là, de ne pas transiger, même dans les détails, ou sur certains sujets où on se dirait, bon, vous pouvez faire le dos rond, vous pouvez arrondir les angles. Je dis tout le monde n'est pas Sankara, parce que même là où vous dites qu'il est en train d'engager son pays dans un bras de fer, il n'en a presque qu'une. Et advienne que pourra. Pour lui, le plus important, c'est l'intégrité, c'est transpirer dans sa posture les valeurs qu'on pense être bonnes, justes et à défendre. Maintenant, il y a la question du réalisme aussi politique qu'il faut avoir, et puis il y a l'histoire que les peuples ont, et puis les conséquences que certaines positions pourraient avoir. Je pense qu'il y a une histoire quand même entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et puis il y a des postures qui, à mon avis, créerait plus de problèmes qu'il ne pourrait en régler. Et puis je me dis, on peut se faire l'économie aussi de certaines dissensions, de certaines frictions, de certains antagonismes. Si tant il est vrai que vous avez votre point de vue, mais quelquefois aussi vous devriez comprendre que l'autre, il est indépendant et il décide de lui, par lui, pour lui, et pour ce qu'il veut pour la suite. Je pense que c'est une Côte d'Ivoire qui, par elle-même, et avec ses combats en interne, a fini par accoucher de ce que nous avons aujourd'hui, d'un président qui, il faut le préciser, a été élu à plus de 94%, ce qui ne traduit pas forcément le sentiment de partage total au sein du pays, parce qu'il y a des dissensions fortes. On sait le nombre de morts qu'il y a eu avant notamment le vote, pendant et même après. On sait aussi qu'il est toujours boudé par son opposition, une opposition qui compte encore par certains de ses membres qui sont en prison. Donc ça, c'est une réalité ivoirienne. Ça, ce sont des questions ivoiriennes. Ça, c'est, je dis, ça s'élague entre Ivoiriens. Maintenant, il y a les relations qu'un pays entretient avec un autre. Et il y a les conséquences qu'en tant que chef d'État, vous pouvez avoir, de par votre posture, l'inconfort de mettre vos populations dans des questions qui n'en valent pas forcément la peine et dont ils sont très loin. Vous allez vous y assister, vous revenez. Vous avez vos convictions. Dans tous les cas, au Burkina Faso, on sait comment ça se passe. Tentez votre 3e mandat, vous fuyez. Mais malheureusement, ils sont en Côte d'Ivoire, ceux qui ont fui. Donc c'est à la Côte d'Ivoire aussi de s'assumer sur certaines questions. Ce n'est pas le président Roch Kaboré qui va venir donner des leçons aux Ivoiriens. Je ne pense pas que ce soit ça le plus important. Oui, mais l'histoire, est-ce que l'histoire ne doit pas peser sur votre conscience, sur votre posture? Parce que c'est vrai qu'il parle de 13 chefs d'État africains en exercice qui ont pris part à cette investiture, mais les histoires ne sont pas pareilles. Roch-Marc Christian Kaboré a une histoire avec le peuple burkinabé à la tête de ce pays-là. Mais oui, mais vous dites ça, mais Roch Kaboré aussi, il était avec Blaise pendant tout le nombre de ses mandats. Est-ce que tout le temps que Roch était avec Blaise Compaoré, c'était un seul mandat, 2 mandats, 3 mandats? Dites-nous, vous parlez d'histoire. Mais il y a eu la rupture après quand même. Oui, mais ça c'était sur la question de l'article 37 après un. Il avait fait déjà combien d'années?
Il était en train de vouloir fêter une 3e décennie. Mais pendant tout ce temps-là, Simon, Rocaboré et compagnie, ils étaient où? Ils étaient avec lui. Donc si vous voulez trop donner la leçon, on va vous rappeler aussi que histoire pour histoire, vous aussi vous avez accepté par moment que quelqu'un était l'homme-providence. Donc en définitive, il est mal placé pour parler de ces questions de... Je veux dire, c'est pas l'heure de la leçon. Laissons les Ivoiriens gérer leur affaire. Et puis, le Burkina Faso est dans sa diplomatie. C'est comme ça que moi je vois les choses. On a un président Bissau-Guinée, Mbalo, qui lors de la visioconférence n'a pas manqué de dire que le 3e mandat, c'est comme des coups d'État. Mais est-ce que ça va empêcher d'aller là-bas? Après que les Ivoiriens aient réglé les choses par eux-mêmes, bon, vient l'heure des relations entre pays. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. J'ai dit au départ, tout le monde n'est pas Thomas Sankara. Sankara, c'était une époque, c'était une façon de voir les choses, et puis c'était une façon de s'assumer. Parce que aussi, vous ne pouviez pas reprocher dans la vie de Sankara un certain nombre d'éléments. Je disais tout à l'heure, même si on veut se permettre d'être le donneur de leçons, dans votre propre histoire, on peut trouver les contradictions de votre posture d'aujourd'hui. Vous prenez le cas de Sankara, vous allez trouver ça où? Vous allez trouver dans sa vie là, vous allez trouver ça où? Mais je dis le plus important, c'est les relations entre pays. On a des millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de les mettre mal à l'aise. Bon, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et puis on peut se faire l'économie de turpitude gratuite. Voilà. D'accord, c'est la petite parenthèse qu'on se fait. Maintenant, vous voulez réagir encore? Oui, je vais réagir. Geoffroy a dit quelque chose qui est très important. N'oublions pas le contexte dans lequel également Thomas Sankara est arrivé. Ce ne sont pas par des élections où vous avez compté aussi sur de l'argent extérieur pour battre campagne. Il faut également qu'on se dise cette vérité. Les chefs d'État se soutiennent également quand il y a la candidature. Nous avions tous suivi les écoutes confirmées ou pas confirmées, mais Guillaume Soro disait que Ahmed Bakayoko avait réussi à convaincre Alassane que ça va être Rock et c'est à Rock qu'ils vont donner l'argent pour battre campagne. Bon, ça a été comme authentique ou pas. Quoi qu'il en soit, ça a fuité. Et même là, c'est clair que les relations entre Ouagadougou et Abidjan, le mandat de Guillaume Soro, en coulisses, entre les deux chefs de l'État, qu'est-ce qu'ils se sont dit pour que on arrive à tripatouiller le mandat et tout, attention. Si on a les confidents de coulisses, c'était pas aussi chose que ça. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez des millions d'habitants, de compatriotes dans un pays, avec des intérêts économiques très importants, vous faites ce calcul-là avant de faire votre choix. Et il y a aussi votre histoire également qui vous rattrape par rapport au mandat. Quand vous lancez vous-même que la modification est anticonstitutionnelle, donc c'est anticonstitutionnel, ça pose effectivement, à un moment donné, l'histoire vous rattrape. Mais est-ce qu'on va passer le temps également à se lancer des invectives? Est-ce qu'il ne faut pas, comment on appelle ça, penser à aller à autre chose? Je pense que c'est ce que nous sommes en train d'assister. 13 chefs d'État, 3 anciens présidents qui sont des invités spéciaux, avec tout ce que cela représente comme ONU, tout et tout. Donc bon, je pense également qu'il y a du réalisme à avoir. J'ai dit, quand on va prendre la logique du citoyen, non. Mais si on va rentrer maintenant dans les détails de ce qu'implique la diplomatie, chef d'État, démocratie, coopération, vous dire que bon, de toute façon on va y aller, c'est pas grave, ça va peut-être contribuer à normaliser. C'est sûr qu'Alassane même a compris, même parce qu'on lui a dit en coulisses, et puis. Voilà. D'accord. Parlons des annonces qui ont été faites à l'occasion donc de cette investiture. Vous savez, le président Ouattara a eu droit à un discours d'investiture comme cela est de coutume, et il a annoncé quelques actions, on va dire quelques axes de sa vision pour une Côte d'Ivoire apaisée et stable. Alors, il parle de dialogue avec l'opposition, avec à la clé un ministère plein de la réconciliation nationale. Alors, Geoffroy Vaha, que vous inspire justement cette trouvaille, cette disposition au dialogue à la réconciliation nationale, après 10 ans que la Côte d'Ivoire a eu besoin aussi de se réconcilier, parce que pendant les 10 ans, on a quand même vu une Côte d'Ivoire suffisamment profondément divisée sur les questions politiques notamment. Et en définitive, c'est au cours du 3e mandat qu'on a un ministère chargé des questions de réconciliation. Que vous inspire justement cette annonce? C'est vrai que ça a été le talon d'Achille de toutes ces années de Alassane Ouattara au pouvoir. La question de la réconciliation nationale, il est resté dans
il est resté, je dirais pas forcément dans sa bulle, mais il est resté dans un genre de confort. Parce que n'oublions pas quelque chose, il n'avait pas forcément besoin des autres pour continuer de travailler. Et puis, c'est quelqu'un qui a pris sur lui aussi pendant plusieurs années. Et quand vous venez, dans votre camp, il y a la question du triomphalisme. Pour certains, le caractère revanchard. Et puis, pour d'autres, la volonté de travailler. Il faut conjuguer avec tout ça pour avancer. Et je pense que pendant ces 10 années, pour Alassane, il y avait aussi un certain confort parce que vous aviez quelqu'un comme Henri Konan Bédié qui était à vos côtés et qui comptait. Qui était un allié. Qui était un allié très fort. Donc les autres, ça rasait le mur. Quand on prend le FPI et autres, ils avaient tous des démêlés avec la justice, si ce n'est qu'ils étaient en prison. Et puis après, bon, certains ont pu sortir. Je ne sais pas si c'était avec la contrepartie des gens de silence ou de rester taiseux sur un certain nombre de sujets. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait pu remarquer. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que pour les 5 ans d'Alassane, il n'est plus dans le même confort. Il est obligé de composer avec le camp d'en face puisque l'un de ses alliés majeurs est parti de l'autre côté, Henri Konan Bédié. Il ne peut plus faire tout seul. Déjà même que sa venue, pas sa venue, la victoire pour ce qui est pour ce mandat-là, il vient après des tiraillements énormes et un clivage plus accentué au sein de la classe politique ivoirienne. Et quand vous regardez, vous avez on appelle ça toujours RHDP, mais ça ne l'est plus. C'est comme un RDR qu'on a connu à un moment donné dans son essence, qui se retrouve avec ce noyau et puis quelques pioches au sein de l'ancien PDCI. Maintenant, est-ce que vous allez continuer comme ça tout seul ? Ça sera compliqué, étant entendu que tant que vous ne tendez pas la perche, tant que vous ne tentez pas d'apaiser, parce qu'il disait la réconciliation ne se fera pas sans dialogue, donc tant que vous ne nouez pas la langue avec les autres, vous allez gérer des antagonismes jusqu'à la fin de votre mandat, si d'ailleurs vous arrivez à y arriver. C'est ça en fait le plus important. Et donc la question de la réconciliation, elle s'impose à lui. Et puis vous ne pouvez pas avoir fait 10 ans. On vous donne, bon ici on dit un linga, de 5 ans. Et puis une question aussi primordiale, parce qu'on sait d'où vient la Côte d'Ivoire, cette question d'union sacrée, cette question de réconciliation, vous n'avez pas pu l'aborder ou jeter les jalons pour que il y ait un lendemain meilleur sur ce sens-là. Jusqu'à présent, on a vraiment attendu Alassane Ouattara là-dessus. Maintenant, un ministère plein, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de discussions. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui les clivages qu'il y a, c'est pas simplement politique. C'est devenu plus compliqué parce que le temps a fait que beaucoup de PSO se sont entremêlés. Il y en a qui ont tout perdu, qui sont allés de tout à rien. Ils sont en train de raser les murs au Ghana. Ils sont nombreux un peu partout. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette réconciliation, au prix de quoi les gens vont accepter de revenir, ceux qui ont passé tout le temps en prison depuis et qui vont sortir, ça va se faire tout simplement comme ça. Et puis, il y a la question de 2025 et de ces élections. Faut-il, faire table rase sur tout, au risque de fortifier ce qui pour l'un des camps est un vieux démon, alors qu'on sait que si le pouvoir bascule, il y en a des revanchards aussi dans l'autre camp. Il y a beaucoup de ça va se faire pour moi comme marcher sur des œufs. Mais ça, c'est un défi qui est celui de Alassane Ouattara. Maintenant, on ne peut pas forcément aussi peut-être, je ne dirais pas lui en vouloir, mais je dirais à sa décharge, quand vous voyez les antagonismes en Côte d'Ivoire, vous vous demandez quelle est la potion magique pour approcher. Lorsque pour certains, c'est même le nom Gbagbo ou rien. Et je pense aussi que à partir du moment où Gbagbo Laurent aura foulé le sol ivoirien, on entrera aussi, il y aura une nouvelle donne qu'on ne maîtrise pas. Il y aura une récomposition même au sein de ceux qui sont la figure de cette opposition. Aujourd'hui, le visage, c'est qui ? C'est bien Henri Konan Bédié. Mais vous pensez que Laurent Gbagbo rentrait, ce monsieur qui ne va pas prendre sa retraite politique aujourd'hui, même si peut-être il ne va pas candidater en tant que président, et ça encore on ne sait même pas, ce n'est pas quelqu'un qui va vouloir rester en marge. La politique, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il sait faire. Il est un parti qu'il veut remettre sur les rails parce que pour lui, il y a un pouvoir à reconquérir, pour lui ou pour quelqu'un de son camp.
Donc quand il viendra, la donne aussi va changer. Il aura une composition au sein de cette opposition. Peut-être que Henri Konan Bédié ne sera plus ce visage symbolique d'une opposition récente. Parce que quoi qu'on dise, Bédié, il n'y a pas longtemps, il est venu dans l'opposition. Hein. Donc vous voyez, Afin Guessan, que voudra maintenant le poids de ces mots face à celui qui est la racine même du FPI? Il aura cette recomposition. Maintenant, Gbagbo viendra avec quel esprit? C'est vrai, quand vous êtes loin de la terre des Birni, vous voulez rentrer, vous voyez les turpitudes qu'il y a dans votre pays, vous êtes meurtri, vous avez le discours de l'apaisement. Mais quand vous venez presque dans l'arène, il y a la réalité du terrain. Et puis, un terrain que vous avez quitté depuis combien d'années? Et puis, lorsque revient la question de travailler à redistribuer les cartes politiquement et à remettre en place un FPI qui, faut-il le préciser aussi, a été très écorné dans tout ce qui s'est passé, est-ce que vous n'allez pas réveiller de vieux démons? Comment les choses vont se passer? Pour moi, il y a beaucoup d'inconnus dans ce dans quoi nous sommes en train d'aller aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est Alassane qui s'est dit aussi qu'il peut. Et ça sera le grand défi pour moi. La question de la réconciliation, ça ne sera vraiment pas simple. Parce que à écouter seulement les petits plateaux que vous avez qui sont offerts, où vous avez une certaine liberté, hein, parce que les libertés sont relatives selon les médias où vous partez, vous verrez comment les gens sont dans des... Bon, il y a un abysse entre eux. Il y a un abysse. Bena Boukma, justement, les soucis sont partagés. On se pose la question, est-ce qu'on ne risque pas de rentrer dans une sorte de jeu de dupes ou de dialogue de sourds entre les différents acteurs qui ont annoncé justement ce dialogue? Parce que le président Ouattara dit qu'il invite l'opposition au dialogue. Il a même instruit son premier ministre de continuer la dynamique. Et on sait aussi que l'opposition, en acceptant de dissoudre son CNT, avait aussi annoncé qu'il invitait le pouvoir à un dialogue national. On ne sait pas véritablement qui est l'initiateur de cette disposition d'esprit au dialogue et à la réconciliation nationale. Est-ce qu'on ne risque pas de se tromper les uns et les autres? Non, moi, peu importe qui a été l'initiative de ce dialogue, l'essentiel c'est qu'ils puissent s'asseoir, que chacun concède une portion d'orgueil, une portion d'intérêt pour aller à l'essentiel, qui est la réconciliation, qui est de pouvoir travailler à l'unisson pour la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce qui est important. Maintenant, par rapport à cela, hier d'ailleurs, Alassane disait qu'il a instruit son premier ministre d'engager un ministère plein qui va venir, mais il précise que l'ancien président, dont ils n'ont pas, a reçu son passeport ordinaire et son passeport diplomatique. Ils mettent ça dans son discours d'investiture. Mon prédécesseur a-t-il dit? Oui. Donc il a un nom quand même. Il aurait pu dire son excellence, M. Laurent Gbagbo. Ça ne se change. Il n'a pas dit son nom, je dis bien. Il dit son prédécesseur a reçu son passeport ordinaire et son passeport diplomatique. En mentionnant cela, il sait à quel jeu il joue. Vous savez que pour que Gbagbo obtienne ses passeports, c'était la croix et la bannière. Ça avait été refusé. Tout porte à croire que c'est lui qui a instruit de lui donner. Alors que le passeport diplomatique pour le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, c'est à vie. Et le ministre des Affaires étrangères, c'est à vie. Ils ont le passeport diplomatique à vie. Donc ça ne souffre même pas de débat. Mais regardez, posez la question au professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, il n'avait pas reçu son passeport diplomatique. En tout cas, jusqu'à une date récente. Il n'a pas reçu, il l'a clamé, il a réclamé, ça ne lui a pas été donné. Alors que c'est pas quelque chose de négociable. C'est de fait par rapport aux fonctions qu'il a incarnées. Mais quand il mentionne, ça veut dire j'ai autorisé Gbagbo maintenant d'avoir son passeport ordinaire, d'avoir son passeport diplomatique. L'autre signe de détente, c'est que quand aux premières heures de la création du CNT, et quand ça a commencé à aller dans tous les sens et le domicile de Bédié encerclé, certains ont été appréhendés, c'est Laurent Gbagbo qui fait sortir par ses avocats un communiqué où il dit qu'il a appelé le Premier ministre pour qu'il intervienne pour desserrer l'étau autour des personnalités de l'opposition. Eh bien oui. Le discours d'apaisement. Ah oui, c'est Gbagbo qui prend l'initiative, qui appelle Ahmed Bakayoko, qui appelle le Premier ministre et qui lui demande, et il dit qu'il a eu une écoute favorable. La suite, on la connaît. Pendant ce coup de fil, qu'est-ce qui a été négocié? Qu'est-ce que Gbagbo a concédé?
ou qu'est-ce qu'il a promis, ou qu'est-ce que l'autre camp a promis, Dieu seul sait. Dieu seul sait si après cela, il n'y a pas eu de mission où ils se sont rencontrés physiquement par des envoyés spéciaux interposés. Donc, il y a le signe d'apaisement. Mais ceux qui peut-être rêvent que Laurent Gbagbo va revenir avec toute la fougue, toute la verve qu'on lui connaît, ça peut être différent. L'homme peut revenir avec un autre ton. Le ton de l'apaisement, le ton de la réconciliation et dire on ne va pas rester dans les invectives. Ils se sont combattus d'abord verbalement, après par les armes. Ensuite, certains ont été détenus, d'autres n'ont pas été détenus. Il reste quel autre combat encore à mener en Côte d'Ivoire? Pour des comment on appelle ça, pour des personnes âgées, tous ces trois-là sont des personnes âgées. Il reste quel autre combat? Est-ce que vous allez continuer encore d'utiliser les jeunes de votre parti pour cultiver la haine politique, la rancune, la frustration, entretenir la violence verbale et pour en découdre encore dans les rues ou bien par le cultivement des armes? Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait intérêt à ce que cette spirale-là continue. Mais les deux hommes forts de la Côte d'Ivoire qui maîtrisent la rue, c'est Laurent Gbagbo et c'est le camp Alassane. En réalité, c'est ça. Ce n'est pas Afi, ce n'est pas forcément le camp Bédier. D'ailleurs, les appels, on a vu. Mais ceux réellement qui attendaient, c'est Gbagbo qui peuvent dire prenez la rue et puis les gens vont descendre. C'est Gbagbo et c'est le camp Alassane. Ahmed Bakayoko, il a assis sur combien de leviers qu'il peut actionner et puis mettre des gens dans la rue à Abidjan. Ils sont très nombreux. Gbagbo et Blé Goudé, c'est pareil. Et quand Gbagbo a fait son adresse sur TV5, beaucoup s'attendaient à ce qu'ils disent sortez. Bon, il a dit qu'il est d'accord avec la lutte de l'opposition, mais il n'a pas donné de mot d'ordre. Et pour d'autres, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Bon, donc, est-ce qu'aujourd'hui on va continuer? Donc, je pense qu'il y a une Côte d'Ivoire qui a aussi besoin de se réconcilier. Et Alassane a également compris que l'un de ses meilleurs bilans qu'il pourra présenter, ce ne sont pas les infrastructures de qualité ou bien de haut standing, mais ça va être également qu'il ait réussi à ressouder les frictions, à coller les morceaux. Donc je pense également que lui, il tient ça en chose, dans un coin de la tête. Et c'est pour cela que certainement il donne ces signaux-là, de mon point de vue. Je voulais justement, pour montrer sa bonne foi, sa disposition d'esprit à ce dialogue annoncé, il parle justement de ces deux passeports du président Gbagbo, qui n'a pas cité comme Bernard l'a mentionné. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette réconciliation repose sur des choses futiles, des choses qui ne pèsent pas véritablement en termes de, c'est pas moi, des choses qui pourraient véritablement réconcilier les Ivoiriens, plutôt que sur des choses qui sont en apparence, qui ne sont que de la cosmétique, comme on dit? Bon, moi je crois aussi que les maîtrises sont si profondes que la cosmétique ne pourra pas être une réponse, en tout cas pérenne. Parce que vous regardez, les crises et les morts, c'est tellement important que faire semblant de se réconcilier, ça va faire, pour moi, ça sera trop visible. Maintenant, c'est des personnes qui je ne dirais pas qu'elles se détestent, mais c'est des personnes qui ont une histoire de clivage si profond. Alassane, il sait ce qu'il a vécu. Gbagbo, il sait ce qu'il vient de vivre. Maintenant, qui acceptera d'oublier? Et même si eux oublient, ceux qu'ils ont eu pendant tous ces temps-là, qui ont permis d'être les bras de cet antagonisme-là, dont l'expression a été très dure, eux, est-ce qu'ils accepteront d'oublier? Et puis n'oublions pas, lorsqu'on parle de Gbagbo, c'était toute une galaxie. Il n'y avait pas que Blé Goudé. Je dis encore une fois, allez au Ghana, vous allez voir, ils sont nombreux là-bas. Et aller dans les prisons ivoiriennes, moi je me rappelle en son temps quand j'y étais allé, que j'avais discuté avec le fils de Gbagbo, je sais que les choses ont changé, il y a beaucoup qui ont été libérés maintenant, mais ils étaient encore nombreux à Ikoulpi. Ça c'est une réalité. Et il y en a qui ne rêvent que le jour où ça va changer, où le pouvoir là va revenir dans leur camp, dans leurs mains. Mais quand ça va revenir là, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils rêvent à cela? C'est pas pour développer, hein. Non, c'est pour la revanche. Et ça, tant qu'on est dans cet état d'esprit, ça sera compliqué. Mais ça, c'est pour moi, ce clivage-là continue et il s'accentue parce que les symboles de cette dissension-là sont ceux-là qui sont toujours acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne. C'est toujours les mêmes noms. C'est Alassane, c'est Gbagbo, c'est Bédier, c'est toujours ces mêmes messieurs-là
Et tant que ça sera eux qui seront au devant, ces vieux démons-là reviendront. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils, petit à petit, inoculent à ceux qui vont venir ou bien ceux qui vont désigner un peu comment dire ça, les mêmes avatars. Ça sera encore compliqué. Et puis, il y a... Pour vous, quels pourraient être les véritables leviers sur lesquels la nouvelle Côte d'Ivoire devrait s'appuyer pour une réconciliation vraie? Est-ce qu'il faut écarter ceux qui sont justement les symboles de cette dissension, on va dire, ce discorde-là, ou bien véritablement il faut ouvrir vers une réconciliation avec l'implication de tous les acteurs dans la gestion de la chose publique? Bon, je crois qu'on avait manqué le coche, pas de les écarter en tant que tels, mais qu'ils se retirent. Mais ça, c'était une disposition de la loi qui était très simple. Elle verrouillait par l'âge. Maintenant, comme ça arrangeait Bédier, il n'avait pas vu que ça pouvait aider Alassane. Aujourd'hui, il avait à se rendre compte que il m'a eu. Hein. Mais c'est la vérité. Et donc, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Alassane, je pense qu'il entrevoit ce changement-là, parce qu'il a déjà dit qu'il faut revoir la question de la Constitution sur un certain nombre de points. Je suis convaincu que la question de l'âge de se revenir. Et là, ça verrouille tout le monde. Bon, pas tout le monde, je veux dire eux. Mais maintenant, vous regardez aussi dans la nouvelle photographie, il y a des messieurs aussi qui transpuent tous ces antagonismes-là. Vous prenez quelqu'un comme Soro Kibafouri. Vous avez vu ses propos, vous avez vu ses menaces. Il n'est pas de leur génération en tant que tel, mais il porte aussi tous les crimes. Tous les crimes en tant que tel. Je veux dire, il porte en tout cas en lui pas les tares en tant que tel, mais il est un peu le mélange de leurs histoires. C'est celui qui a bien côtoyé Gbagbo en son temps, parce que de la Fessi, il en a été le bras politique par prolongement aussi, quoi qu'on dise, dans le monde estudiantin, avec les pressions qu'ils avaient depuis le temps au Fouet et autres. Après, c'est lui aussi qu'on a retrouvé aux côtés de Ouattara. C'est-à-dire que si vous écoutez normalement quelqu'un comme Soro, il a appelé chacun d'eux, c'est mon papa, mon mentor. Il a appelé tous comme ça. Mais je veux dire, pour sortir de ça, ce n'est pas seulement écarter ces messieurs-là, mais qu'ils se retirent. Mais je pense qu'il y a un nouvel esprit dans lequel ces hommes politiques-là doivent rentrer. Regardez la scène politique ivoirienne. Je dis, les pics qu'on s'envoie, ce n'est pas des choses que nous voyons ici. La virulence dans le propos, ce n'est pas des choses que nous voyons ici. C'est-à-dire, tant qu'ils ne reviennent pas à ce que le jeu politique soit celui de l'offre pour sortir le pays de sa situation, et que c'est plutôt la question des antagonismes, qui a droit à quoi, ils ne pourront pas avancer. Il faut être dans l'offre d'une Côte d'Ivoire tout autre. Et le discours, ce n'est pas je viens d'eux, je suis d'eux, donc non. Tant qu'on ne sort pas de ça, ça sera pour moi assez compliqué. Bernard, comment réussir cette réconciliation ivoirienne avec des clivages aussi profonds qu'on le constate? En réalité, ce sont les leaders qui posent problème. Ce n'est pas forcément la base. Et qui ont réussi à inoculer leurs dissensions, leurs problèmes à la base. D'abord, c'est une Côte d'Ivoire qui a été à un moment donné ethnicisée. Suffisamment orchestrée, donc l'ethnicisation a été orchestrée à telle enseigne qu'à un moment donné, c'est devenu un problème. L'autre chose, c'est que après l'ethnicisation, il y a un peu de religion qui est rentrée dans la danse, et puis. Donc, il y a ces choses-là. À un moment donné, les germes également de la xénophobie ont été introduits, et puis on a eu un cocktail suffisamment dangereux. Donc, le discours qui va maintenant, c'est qu'après tout ça, il y a une Côte d'Ivoire à construire et une Côte d'Ivoire à bâtir. Et en ce moment, toutes les mains sont importantes. Donc, s'asseoir. Et c'est la tête qui doit impulser la dynamique. C'est la tête qui impulse la dynamique. Pour vous, la Côte d'Ivoire n'a pas un problème de vivre ensemble au niveau des citoyens? Non, au niveau des citoyens, non. Mais c'est la tête qui doit incarner effectivement cet exemple. Mais à un moment donné, ils avaient réussi à inoculer ça. Donc, à un moment donné, au niveau de la base, au niveau des communautés, le langage n'était pas bien.
on n'appelait plus certains par leur nom, mais par la région d'origine. Ce n'est plus M. Seri, c'est le BT. Ce n'est plus M. Bakayoko ou bien M. Ouattara, mais c'est le Djoula. Ce n'est plus M. Kaboru, M. Oudragos, mais c'est le Mossi. C'était devenu, à un moment donné, un problème. Donc ça commençait à être un problème. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un discours à tenir. Tout ça, on l'a fait. Ça n'a pas rendu service à la nation ivoirienne. Ça n'a été que des pleurs et du sang versé. Est-ce qu'on va continuer? Et entre les trois, quand Gbagbo est venu, c'était pour d'abord avoir du temps pour régler des comptes à Bédié et à Alassane. Bédié d'ailleurs l'a fait. Gbagbo est venu, il l'a fait. Alassane est venu pour faire la même chose. Et Guillaume Soro également qui est fâché de l'autre côté, on a l'impression que quand il va venir, ça va être la même chose. Est-ce qu'on pourra continuer à ce que quand un président vient, il prend la machine pour régler des comptes, il travaille mais il règle aussi des comptes. Et la génération montante, les avatars, ceux qu'ils ont fabriqués, leurs jetons politiques, quand ils vont monter, ils vont continuer de faire la même chose. Parce que ceux-là sont dans telle situation géographique, ceux-là sont ceci, ceux-là sont cela. Non. Donc, j'ai dit, à partir de ce moment, il y a un discours qui doit aller avec. Mais Gbagbo a surtout un grand rôle à jouer. Je pense, en fait, de légitimité sur le plan de l'opposition, ce n'est pas une affaire de dire que c'est le plus légitime, quoi. C'est le visage légitime, d'ailleurs, de l'opposition, qui a tenu tête à Houphouët. Et qui est allé aux élections avec Houphouët, donc contre Houphouët, et qui a fait marcher contre le vieux. Donc ça, c'est une légitimité à toute épreuve. Et qui a dit non jusqu'à être, comment on appelle ça, à être délogé dans le palais et amené de l'autre côté. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a eu un contrat dont les termes n'ont pas été respectés, puis il est frustré, il est fâché, il dit qu'il est opposant. C'est une opposition de circonstances. Donc, Bédié n'est pas habitué à une vie d'opposant, à une vie de misère ou à une vie où il faut se cacher pour vivre avec le minimum, compter sur des gens pour vivre. Gbagbo a connu ça. Gbagbo était à Ouagadougou, il était dans d'autres pays où c'était la clandestinité qu'il a forgé à toute épreuve. Donc, il s'est anticipé sur des choses et qu'il y a des leviers aujourd'hui. Si Gbagbo appelle ces leviers-là, il appuie sur ces leviers, ça se tasse. Bédié ne les a pas. Donc, je pense que ce dialogue-là doit être sincère, franc et honnête, que chacun reconnaisse qu'il a fait ce qu'il pouvait. Et puis bon, passer à autre chose. Messieurs, on va partir encore sur la base de réveiller les vieilles rancunes. Ça ne va pas aller. En Morée, on dit que c'est ton père qui a tué mon père, là. C'est ça qui réveille les vieilles paroles. C'est-à-dire que ce que les parents se sont réglés comme compte, si les enfants vont se tabler encore sur ça, ça va être difficile de construire. Donc je pense que la Côte d'Ivoire est dans cette logique. Et ceux qui sont partis également, c'est pour parler ce langage-là également aux Ivoiriens et en sourdine. C'est sûr que Bédié recevra des gens en privé qui vont lui dire la même chose. Bon, est-ce que c'est pas mieux de passer à autre chose que de continuer de se lancer des invectives? L'autre a ses passeports. C'est sûr que d'ici là, ils vont préparer son retour. Alors, on a annoncé parler des grands défis de la Côte d'Ivoire pour ce nouveau mandat. On serait incomplet si on n'aborde pas la question du développement structurel, parce que M. Ouattara a aussi annoncé la question justement de la formation et la création d'emplois pour les jeunes, parce qu'il n'a pas parlé que de réconciliation nationale. Est-ce que justement tout cela ne risque pas d'être dilué dans un contexte de réconciliation nationale à grand renfort, parce qu'on voit souvent en Afrique les questions du gouvernement d'ouverture, les questions de réconciliation, pas souvent par perte et profit. C'est un aspect de la vie du développement, on va dire, qui manque de rigueur, qui manque en tout cas de prise en main réelle. Est-ce qu'on ne risque pas de reléguer les questions de développement en parlant plutôt, en mettant l'accent sur la question de réconciliation? Non, moi je crois aussi que les questions de développement sont tributaires de la stabilité dans laquelle vous êtes, et puis c'est même le préalable. On ne se développe pas dans le bruit d'armes ou bien dans des clivages profonds. C'est très compliqué, et ça peut même permettre de booster les choses.
c'est vrai qu'il a dit, parmi ses priorités, vous voyez, c'est quoi? Éducation, formation, emploi des jeunes. C'est vrai que c'est la population ivoirienne, tout comme celle de la plupart des pays du continent, c'est marqué par une forte proportion de jeunes et auxquels il faut donner une réponse qui est celle de l'emploi et de la formation. Je pense que, il a dit, il y a beaucoup qui sont sortis du circuit traditionnel que nous avons et qu'il faut savoir reprendre en créant des écoles de formation professionnelle pour leur donner des aptitudes que ces personnes-là pourront faire valoir sur le marché de l'emploi. Je pense que c'est ce dans quoi il s'est lancé. Et ça, il faut reconnaître cela au moins à Alassane Ouattara, d'avoir sur le chapitre du développement fait beaucoup d'efforts. Maintenant, ça ne s'est pas fait aussi sans un endettement fort, notamment de ce pays-là. Mais ça, c'est un autre débat. Parce que si vous voulez parler sur la question, vous allez sur la question de la dette, vous verrez que les plus grandes puissances de ce monde sont les plus endettées. Et donc, parce qu'on ne prête qu'aux riches, c'est comme ça, c'est parce que vous avez la capacité de remboursement qu'on continue de vous prêter. Donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, c'est une Côte d'Ivoire en laquelle beaucoup croient, dont les capacités finissent par convaincre. Ça, c'est une réalité. Mais il faut, je le dis encore, sur ce chapitre-là, les questions de développement, Alassane il a vraiment bossé. Et c'est son truc. Oui, allez-y. Oui, non, et puis c'est un programme quinquennal qui déroule. Pour le fonds d'appui des femmes, déjà, c'est 30 milliards qui sont annoncés. De création d'écoles de formation professionnelle, parce que pour lui, il faut prendre en compte ceux qui n'ont pas eu la chance de continuer à l'école ou bien de faire l'école. Donc, il faut leur permettre effectivement de se former à des métiers. Donc, multiplication, donc renforcement au niveau de la formation professionnelle, la gratuité à l'école de 6 à 16 ans pour les écoles publiques, parce que tous les enfants doivent également avoir accès à l'école, donc l'éducation pour tous. Maintenant, une amélioration également du plateau technique sur le plan santé, avec l'introduction d'une enquête de satisfaction. Il a dit, et puis bon, l'autre annonce importante, c'est la mise à disposition du vaccin à partir d'avril 2021. Ça, c'est quand même une grande annonce. Dans ce contexte de coronavirus, il dit que la Côte d'Ivoire va le faire, mais en avril 2021. Parce que déjà, comme il y a des essais, donc peut-être qu'avec les discussions avec les laboratoires et tout, il se dit que si le vaccin est disponible en avril 2021, il peut aller. Donc déjà, ce sont des grands chantiers qui sont annoncés. Donc sur le plan du développement, bon, il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher à Alassane. Si on s'amuse, c'est comme si on faisait l'éloge de l'homme dans ce domaine-là. Il faut le connaître, comment on appelle ça, ce parcours de bâtisseur à qui l'on prête, l'homme qui a envoyé le deuxième miracle ivoirien, après celui que Houphouët-Boigny avait la décennie d'Oufoué, où on avait parlé du miracle ivoirien. D'accord, merci à vous de mentionner ces actions annoncées par le président ivoirien, et tout cela a besoin sûrement, on va dire, de conditions de paix pour être implémentées au profit des Ivoiriens. On aura l'occasion de s'y attarder également. Alors, en 5 minutes, on va parler de la situation post-électorale au niveau de Ghana, où le candidat malheureux John Dramani Mahama ne reconnaît pas du tout sa défaite. Pour lui, en tout cas, il y a eu des mesures qui ont été prises pour manipuler les résultats de l'élection en faveur du président sortant Nana Akufo-Addo. Également, il a annoncé, en tout cas contesté jusqu'à la dernière minute ces élections, les résultats de ces élections. Il a également démontré que de nombreux moyens ont été utilisés par le président sortant pour soudoyer les électeurs et à grande échelle. Et cela, c'est du jamais vu au Ghana. Alors, le peuple a compris ce qui était en jeu. Et il est clair que c'est son parti qui a gagné les élections. Alors, rapidement, Geoffroy va avoir votre lecture de cette situation qui laisse en tout cas présager une crise post-électorale au niveau du Ghana. Bon, moi je pense qu'on ne va pas aller vite pour parler des crises post-électorales au Ghana. C'est vrai que quand vous regardez, c'est quoi 515 524 voix qu'il y a entre les deux. Mais traditionnellement au Ghana, on est habitué à cela. Parce qu'il y a deux figures de proue. Et puis le reste, ça a des difficultés même à avoir 1%. Ce qui fait que la probabilité d'avoir un second tour reste toujours très difficile. Il y a aujourd'hui Akufo-Addo qui est donné vainqueur. Vous regardez, c'est sur le fil du rasoir. Mais rappelez-vous, même Mahama en 2012, il a remporté avec combien 50,27.
il y a eu la même atmosphère avec un Akufo-Addo qui a fait un recours en justice. C'est quoi, peut-être 8 mois après que la Cour suprême a validé les résultats. Et puis qu'est-ce que Nana Akufo-Addo a fait? Il a reconnu sa défaite dès que la Cour suprême a confirmé les résultats. Ça, c'est l'histoire aussi du Ghana. Mais malgré cela, il y a eu quand même un long fleuve qui n'était pas du tout tranquille, qui pouvait donner l'impression qu'on pouvait basculer et tout. Ça a été comme ça au Ghana. Donc, aujourd'hui, dit très tôt comme ça qu'il il peut avoir une crise post-électorale, je ne vais pas trop rentrer. Je pense que chacun joue le jeu politique aujourd'hui. Et quand vous écoutez Mahama, il dit quoi? Regardez l'histoire du Ghana, vous verrez comment c'est serré. Même les résultats qui ont été donnés, il y a présidentielle et il y a législative. 137 députés pour la majorité, donc le camp Nana Akufo-Addo, et puis 135 pour Mahama, 136. 137, 136, mais c'est 136, 135. Juste, et il y a un indépendant. Bon, c'est vrai que Mahama dit qu'en vérité, il devrait avoir 140 pour lui. Donc, il avait donné aussi d'autres chiffres. Il reconnaît que Akufo-Addo est bien devant lui. Il a donné 49, et quelques, je pense 49,62, quelque chose comme ça, pour Nana Akufo-Addo, selon ses chiffres à lui, et que lui viendrait en second. Ce qu'il dit, c'est quoi? C'est qu'il devrait avoir un second tour. Même s'il reconnaît que Akufo-Addo est passé devant lui. Donc, je veux dire, on est dans un jeu qui est celui de la contestation des résultats parce qu'on estime qu'on a des éléments par devers soi qui nous donnent raison. J'ai dit, ce n'est pas la première fois que ça arrive au Ghana parce qu'ils sont habitués à des victoires sur le fil du rasoir, et les deux antagonistes d'aujourd'hui sont habitués à cette réalité-là. Et je rappelle qu'en 2012, ils ont fait même 8 mois, juste après quand la Cour suprême a dit, c'est vrai, Mahama, tu as gagné. Akufo-Addo qui a tapé, qui a rué dans les brancards depuis, a dit ok, je reconnais ma défaite, félicitations. Est-ce que c'est la même chose qu'on aura? Parce que Mahama a dit il va faire tous les recours légitimes, il n'a pas dit légaux. Mais et puis il y a des gagnants qui se lassent aussi de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc il faut comprendre. Il n'y a pas de raison de s'en inquiéter véritablement alors? Je reste en tout cas sur ma position que contestation c'est différent de crise. Voilà. Donc contestation, oui, Akufo avait contesté. Et ce qui est curieux, Mahama a été installé en janvier 2013 parce que les élections c'est en décembre. Il a été même investi président. Il a commencé à travailler avant que la Cour suprême ne vienne valider définitivement son mandat. Mais c'est ça aussi la force de la démocratie ghanéenne qui repose sur de vrais piliers. Maintenant, la qualité aussi des piliers, c'est la qualité des hommes. On attendra de voir, mais personnellement, crise post-électorale, grandeur nature au Ghana, je ne crois pas qu'on en a livré la gestion. Une crise, ce n'est pas forcément une contestation. Un conflit armé. Hein. Tout à fait. La contestation est très... Mais c'est une crise déjà. Hein. Voilà, parce que quand il y a un problème de confiance, il y a une crise de confiance. Mais à quel degré, qui ne fait pas de la contestation et qui n'a rien à voir maintenant avec une crise ouverte sur fond de violence, qui est également un autre niveau. D'accord, et nous suivrons de très près l'ampleur de cette crise, si on peut l'appeler déjà ainsi. Merci à tous les deux d'avoir donné votre lecture, merci à l'équipe de réalisation, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve mercredi et demain donc pour la 3e convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix.